nous avons terminé la partie introductive. Nous allons passer maintenant à la partie 1, s'adapter aux contraintes opérationnelles. Pour ce faire, je suis très heureux d'accueillir Philippe Cabon. Alors, déjà parce que c'était un de mes professeurs à Descartes, donc ça fait plaisir de se revoir. On a gardé un très très bon contact. Philippe est titulaire d'un master en psychologie et doctorat en neurosciences. Il est enseignant-chercheur à l'université Paris-Cité où il dirige un master en ergonomie psychologique. Ses travaux portent sur la fatigue, la charge de travail et le stress en milieu aéronautique. Il a été expert auprès de l'OACI pour la définition du Fatigue Risk Management System, le FRMS, et auprès de l'EASA pour l'impact de la réglementation des temps de service sur la fatigue des personnels navigants. Et il a accompagné plusieurs compagnies aériennes sur le développement de leur système et gestion du risque fatigue. Merci Philippe d'être là et je te passe la parole. Merci beaucoup, bonjour à tous. Tout d'abord, un grand merci aux organisateurs de cette journée que je trouve absolument passionnante. Alors moi, je vais avoir la lourde tâche effectivement d'introduire la question des risques en cabine donc pour le PNC, donc les risques humains. J'ai intitulé donc ma présentation entre contraintes et adaptation, puisqu'on va voir qu'effectivement le PNC se trouve au centre de différentes contraintes qui nécessitent des adaptations. On l'a vu d'ailleurs dans les premières présentations. Donc effectivement exposé à de multiples contraintes qui sont bien sûr déjà connues, les horaires décalés, c'est une des premières problématiques pour le PNC en termes de santé et de sécurité, le travail de nuit dont on va voir dans un instant les risques pour la santé, les décalages horaires donc liés à la traversée des fuseaux horaires, les risques psychosociaux finalement qui est un sujet qui n'est pas toujours abordé et pour lequel on ne fait pas forcément le lien d'ailleurs avec la sécurité. Et plusieurs travaux effectivement suggèrent un lien très fort donc entre les risques psychosociaux et la sécurité, les conditions de travail. Il y a des évolutions très fortes dans le métier du PNC et beaucoup, je pense ici, pourraient en témoigner depuis les 30 dernières années avec des conditions de travail dans certaines compagnies aériennes qui se sont considérablement dégradées. Et puis la charge de travail qui a été également évoquée, charge de travail à la fois physique et mentale. Et donc toutes ces contraintes, effectivement, provoquent une exposition à des risques qui ont tendance à se cumuler et à provoquer donc des effets, notamment donc en termes de fatigue et de stress, qui sont les deux sujets que je vais évoquer aujourd'hui. Alors le terme fatigue, c'est un terme qu'on utilise tous les jours et que les PNC bien sûr utilisent. C'est une des premières plaintes des PNC associées donc à leurs conditions de travail. Il y a plusieurs manières de définir la fatigue. Celle que j'utilise maintenant le plus, parce que c'est peut-être celle qui fait également consensus, c'est de la définir par rapport à un besoin de récupération. Je pense que dans la journée, la première chose lorsque vous allez vous dire fatigué, eh bien c'est bien sûr de demander une pause, des breaks, voilà. Et donc là, évidemment, la fatigue, c'est une sorte de signal d'alarme, comme la faim et la soif nous alertent que nous devons aller manger ou boire. Eh bien, la fatigue, c'est un signal d'alerte qui nous indique que nous devons trouver un repos récupérateur. Et finalement, dans ces activités comme celle du PNC, le problème de la fatigue, c'est pas la fatigue en soi, c'est le fait que on est souvent obligé de décaler ce signal, éventuellement de l'ignorer, et donc avec des conséquences effectivement en termes de santé et de sécurité. Donc cette fatigue, elle est associée, et cette récupération, donc à deux types finalement de grands facteurs. Des facteurs qui sont liés aux conditions de travail, l'environnement physique. Et là, évidemment, pour les PNC, il y a aussi un cumul de facteurs comme l'altitude, le bruit, la sécheresse de l'air. C'est ce qu'on va retrouver dans la littérature. La charge physique et mentale qu'on a aussi évoquée. Et puis tout l'environnement psychosocial, donc lié aux passagers, aux relations avec les collègues, les problématiques également organisationnelles de la compagnie, parfois les peurs de perdre son emploi qui peuvent provoquer également des contraintes dans ce domaine. Et puis, une fatigue liée aux horaires de travail qui est probablement celle qui est la plus étudiée et qui fait l'objet effectivement des systèmes de gestion du risque fatigue qui a été évoqué tout à l'heure. Donc avec le travail de nuit, les levées tôt, les décalages horaires liés à la traversée de fuseaux horaires. Et donc ici des problématiques très différentes bien sûr selon qu'on est PNC dans une compagnie court ou moyen courrier ou des PNC en long courrier. Et tout ceci bien sûr va se combiner pour provoquer donc des effets sur les performances alors qui sont très bien étudié, très bien documenté maintenant à la fois en laboratoire ou en situation réelle et des effets bien sûr sur la santé et la sécurité.
Alors, en termes de risques liés aux horaires de travail, là aussi, ça a été bien documenté. On a un premier effet qui va être bien sûr les troubles du sommeil et la dette de sommeil. On parle maintenant d'une dette de sommeil, un peu comme sur votre compte en banque. Si vous dépensez trop d'argent, eh bien, vous allez accumuler une dette. C'est un peu la même chose pour le sommeil, à l'exception que sur votre compte en banque, vous pouvez mettre de l'argent de côté, ce qui n'est pas possible pour le sommeil. Donc, on sait que, eh bien, dès qu'on va être exposé à ce type de situation, on va accumuler une dette qui peut, même si d'ailleurs on perd quelques heures de sommeil par jour, et bien qui va s'accumuler au bout de plusieurs jours, de plusieurs mois, et qui parfois aura du mal à être remboursé par une augmentation des temps de repos. Ce qui a été montré, c'est un des résultats qui est souvent évoqué pour essayer finalement de se représenter ce que peut représenter cette dette de sommeil. Eh bien, sachez que si vous ne dormez pas pendant 20 heures, ce qui est une situation relativement fréquente, en particulier pour les PNC, si vous êtes levé ce matin à 7 heures, eh bien 20 heures, ça sera environ 3 heures du matin. Eh bien, à 3 heures du matin, vous aurez, en termes de vos performances, un équivalent de 0,8 g d'alcool dans le sang. Donc ça, il y a plusieurs travaux, effectivement, qui l'ont montré, où on a comparé l'effet d'une alcoolémie avec l'effet d'une privation de sommeil. Alors, vous n'avez pas, bien sûr, d'alcool dans le sang, mais par contre, vous aurez des effets qui seront tout à fait équivalents en termes de performance cognitive. Une désynchronisation de l'horloge biologique qui elle-même, bien sûr, va induire des troubles du sommeil, mais aussi des effets spécifiques. Et il y a, ici, je cite un auteur qui, en 2011, a publié une étude qui est souvent citée lorsqu'on parle des PNC et qui montre que l'exposition répétée à des décalages horaires produit des effets donc physiologiques tout à fait objectivables, avec notamment une augmentation du cortisol salivaire. Donc le cortisol, c'est l'hormone du stress, celle qui nous aide à nous préparer contre le stress. Et plus spectaculaire, ils ont fait passer des imageries cérébrales donc au PNC et ils ont noté donc une réduction du volume du lobe temporal pour les PNC, donc qui sont exposés à des décalages horaires fréquents comparés à d'autres PNC, à une autre population de PNC qui, eux, ne subissaient pas donc des expositions répétées à des décalages horaires. Et cette réduction du volume du lobe temporal du cerveau était associée donc à une dégradation des performances cognitives et en particulier de la mémoire de travail, puisque le siège de la mémoire se trouve donc dans le lobe temporal. D'autres effets très importants à prendre en compte et qui ne sont pas toujours d'ailleurs évoqués dans les systèmes de gestion du risque fatigue, qui est toute la question de la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, qui peut provoquer là aussi des effets en termes de santé et de bien-être pour le personnel. Et enfin, à long terme, là aussi des effets qui sont maintenant bien démontrés sur la santé, des troubles cardiovasculaires, des troubles dépressifs anxieux, excusez-moi, et depuis environ une quinzaine d'années, pas mal de travaux épidémiologiques qui montrent le lien entre travail de nuit et cancer du sein. On considère que maintenant, donc, le travail de nuit est un risque cancérigène équivalent à d'autres facteurs. Alors, tout ceci se relie donc effectivement aux troubles de l'horloge biologique, cette horloge biologique qui nous programme à être très actifs à certains moments de la journée, au contraire à dormir à d'autres moments de la journée. Et on sait que cette horloge biologique, on le constate dans plein de situations, a beaucoup de difficultés à s'ajuster. Et donc toute l'irrégularité dans les horaires, alors soit les horaires de travail, soit liés à votre rythme de vie, va provoquer quelque chose qu'on appelle maintenant le jet lag social. Donc là, on parle de jet lag social dans le sens où vous avez en gros les mêmes effets sur votre horloge biologique sans avoir traversé de fuseau horaire. Le simple fait de dormir de manière très irrégulière va provoquer ce jet lag social. Et ce qui est assez intéressant dans les études épidémiologiques, eh bien, c'est que ce jet lag social est très prédicteur d'un certain nombre de risques sur la santé. Donc vous avez ici des travaux qui ont cherché à corréler la quantité de jet lag social. Donc 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de jet lag. 1, ça veut dire que vous avez 1 heure de décalage horaire par rapport à votre horloge biologique. Donc vos rythmes sociaux sont décalés d'1 heure par rapport à votre horloge biologique, jusqu'à 2 et 3 heures. Eh bien, on voit qu'il y a une corrélation très forte avec un certain nombre de paramètres prédicteurs sur la santé, donc l'IMC, l'indice de masse corporelle, la masse graisseuse, le tour de taille, l'obésité et le syndrome métabolique. Donc, tous des facteurs qui sont effectivement prédicteurs de troubles cardiaques ou d'apparition de certains cancers. Voilà. Et donc, beaucoup de résultats vont dans ce sens-là.
excusez-moi, une étude plus récente a montré notamment que 1 heure de décalage horaire social était suffisante pour provoquer une augmentation de 11% du risque cardiovasculaire. Voilà, donc effectivement, ici, un facteur de risque important, notamment pour les PNC. Alors, autre facteur qui là aussi va se cumuler avec tous ces autres facteurs qu'on vient d'évoquer, qui sont les risques psychosociaux, donc sujet évidemment très débattu et très évoqué dans les entreprises d'une manière générale. Et vous avez un rapport qui fait un peu autorité sur le domaine, qu'on appelle le rapport Golac, qui a permis d'identifier les 6 grands facteurs de risques psychosociaux. Et ce que j'ai essayé de faire ici, c'est de faire un lien justement entre ces facteurs et les facteurs spécifiques donc au PNC. Donc le premier facteur, c'est l'intensité du travail et le temps de travail. Donc là aussi, ça nous ramène à la charge de travail mentale, la charge de travail physique, donc toute cette intensification qui peut être très forte sur certaines journées pour les PNC. Deuxième facteur très intéressant qu'on appelle les exigences émotionnelles. C'est-à-dire que dans beaucoup de nos activités, et en particulier pour les PNC, eh bien, on a une activité qui est très liée à nos émotions. Et vous avez un risque particulier qu'on appelle la dissonance émotionnelle, qui est une situation dans laquelle vous allez devoir cacher vos émotions. C'est-à-dire que vous allez éventuellement devoir sourire, c'est le cas bien sûr des PNC, être aimable, alors que vous-même, vos propres émotions ne correspondent pas du tout donc à cette émotion. Et plusieurs travaux ont montré que là aussi, vous avez un risque associé donc à cette dissonance émotionnelle dans les situations où vous avez de manière répétée à devoir présenter une émotion qui ne correspond pas à l'émotion que vous ressentez. Troisième facteur, l'autonomie, qui est également très évoqué dans les travaux en ergonomie ou en psychologie du travail, donc qui correspond à l'absence de marge de manœuvre dans le travail. On sait que c'est un facteur très prédicteur également du stress et d'un certain nombre de risques psychosociaux. Là aussi, pour les PNC, eh bien, on sait que c'est une activité extrêmement cadrée par les procédures avec relativement peu de marge de manœuvre. Rapports sociaux au travail, je pense que ça va faire l'objet de pas mal de discussions aujourd'hui, notamment au travers de l'agressivité des passagers indisciplinés, mais aussi des conflits au sein de l'équipage. Cinquième facteur, conflit de valeurs. Donc ça, c'est également, je pense, un sujet assez intéressant pour les PNC. Notamment, il y a plusieurs auteurs qui ont montré que ce qu'on appelle la qualité empêchée. Donc la qualité empêchée, c'est une situation dans laquelle vous avez le sentiment que le travail que vous réalisez n'atteint pas la qualité que vous souhaiteriez donner dans votre travail. Eh bien, là aussi est prédicteur notamment de troubles musculo-squelettiques et de symptômes de stress. Voilà. Et donc, je pense aussi que pour les PNC, c'est souvent des choses qu'on entend. J'aimerais pouvoir... 3 minutes, d'accord. J'aimerais pouvoir apporter un service de meilleure qualité, mais les conditions de travail ou l'organisation ne me permettent pas d'atteindre cette qualité. Et puis enfin, dernier point, peut-être le plus évident, l'insécurité des situations de travail. Là aussi, on voit une évolution chez les PNC avec des compagnies aériennes dans lesquelles on a beaucoup plus de précarité que par le passé. Alors tout ceci va avoir bien sûr des conséquences cumulées, tous les facteurs que j'ai évoqués aujourd'hui, pour les individus, on vient de le voir, mais aussi pour les organisations, bien sûr pour la sécurité. C'était évidemment l'exemple de la présentation précédente. On voit tout l'impact, toute l'importance du PNC dans la gestion de la sécurité, la qualité de service, on vient de l'évoquer. L'absentéisme, qui est un des indicateurs très utilisés par les compagnies aériennes, évidemment, pour suivre ce sujet-là. Mais je voulais juste introduire, pour terminer, également un autre facteur de risque beaucoup moins évoqué à l'heure actuelle, qui est le présentéisme, qui commence à être étudié depuis à peu près une dizaine d'années. Alors, le présentéisme, on pourrait évidemment le définir comme le contraire de l'absentéisme. Donc, ce sont des gens qui sont présents. Mais là, évidemment, il s'agit de gens qui sont présents alors que leur état de santé ou leur état de bien-être devrait mériter, devrait nécessiter une absence. Et on le retrouve dans beaucoup de populations, c'est-à-dire des gens qui viennent travailler alors que leur état de santé n'est plus compatible avec leur activité professionnelle. Donc c'est un nouvel indicateur de risque au travail, alors qu'on ne peut pas évidemment mesurer uniquement par des chiffres, mais il faut avoir recours à d'autres méthodes, des méthodes notamment qualitatives, qui produisent des effets négatifs sur la santé à long terme. On a notamment un risque assez fort de burn-out pour les gens qui font donc un présentéisme important, qui sont exposés à ce présentéisme. Et d'un point de vue économique, parce que c'est évidemment quelque chose qui intéresse les entreprises et les compagnies aériennes, on considère, il y a notamment une étude d'Harvard qui a montré que le présentéisme coûterait 3 à 10 fois le prix de l'absentéisme. Et ça s'explique par bien sûr une perte de productivité, une perte de motivation, des erreurs, des événements, et en plus un absentéisme qui va être beaucoup plus important, puisque évidemment si vous restez exposé donc à votre travail alors que vous devriez vous arrêter, eh bien ça va effectivement générer beaucoup plus d'absentéisme.
Les déterminants du présentéisme, c'est bien sûr la mauvaise qualité de vie au travail, la pression, donc évidemment qui va déterminer le fait que vous allez continuer à venir travailler, et bien sûr la précarité. Et donc c'est un phénomène, c'est ce que je voulais évoquer aujourd'hui, qui est très peu évalué chez les PN. J'ai trouvé très peu de publications, une ou deux chez les pilotes, mais à ma connaissance, aucune chez les PNC. Je pense que c'est effectivement des perspectives intéressantes de recherche. Alors, dernière diapo, parce que je vois la pression du temps. Donc, effectivement, la gestion de la fatigue, vous le savez, fait l'objet d'un certain nombre de réglementations. On a cité tout à l'heure l'OACI, et le côté EASA, il y a aussi effectivement des obligations réglementaires maintenant de prendre en compte le risque fatigue, et c'est un vrai progrès. Et donc qui rompt avec l'approche traditionnelle qui est uniquement centrée sur une limitation prescriptive du temps de service et de repos. Et donc depuis 2011, effectivement, l'OACI a introduit cette notion de système de gestion du risque fatigue qui est censé prendre en compte de manière systématique la fatigue des équipages. C'est une gestion donc continue basée sur des données et des principes scientifiques. Et pour terminer, et pour faire le lien donc avec ce que j'ai dit précédemment, c'est qu'effectivement ce qu'on constate dans ces systèmes de gestion du risque fatigue qui ont permis de faire énormément de progrès sur la prise en compte des horaires, c'est qu'ils sont essentiellement focalisés justement sur cette dimension uniquement, enfin pas uniquement, mais très souvent uniquement sur les horaires de travail et très peu sur les conditions de travail en général et en particulier donc les conditions psychosociales du travail. Voilà, je pense que ça fait partie des éléments sur lesquels il faudrait effectivement progresser dans les prochaines années. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Un grand merci Philippe pour la justesse. Vous voyez, la recherche, on essaye toujours d'intégrer les collègues chercheurs et on apprend beaucoup de la science et on essaye de l'intégrer dans le management de la sécurité et les remontées sont importantes. Merci Philippe d'avoir porté cette voix.